La dernière volte-face de Donald Trump pourrait déstabiliser une bonne partie de la planète. Alors que des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud venaient de débuter, le président américain a annoncé vouloir réduire la voilure. Il s'explique. When I called him, I said, "Would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran." He said, "No, thanks." And I said, "Wait a minute. We have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next-door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran?" Conséquence directe, la durée de l'exercice militaire a été réduite de moitié alors même que la Corée du Nord renforce son arsenal nucléaire selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aux États-Unis, c'est l'incompréhension chez certains. Il faut bien comprendre que la Corée du Sud est notre 6e partenaire commercial au monde. Prendre parti pour Kim Jong-un plutôt que pour notre 6e partenaire commercial, c'est tout simplement incompréhensible. Kim Jong-un, qui, rappelons-le, fournit actuellement des troupes à la Russie pour combattre l'Ukraine. Une Corée du Nord ménagée par le président américain. Le dernier épisode d'une décennie de relations tumultueuses. Après avoir menacé le dirigeant nord-coréen, je cite, du feu et de la fureur, Donald Trump a rencontré Kim Jong-un par 3 fois, allant jusqu'à signer avec lui, et en grande pompe, un accord dit de dénucléarisation. C'était à Singapour en 2018. 지난 과거를 덮고 새로운 출발을 알리는 그 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다. Alors, la Corée du Nord est-elle désormais une forteresse imprenable? Quelle est la stratégie de Donald Trump en Asie? Comment les alliés de l'Amérique peuvent-ils encore avoir confiance en leurs protecteurs? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Valérie Niquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du programme Corée à la Fondation de la recherche stratégique. Et selon vous, l'incertitude créée par Donald Trump peut donner des mauvaises idées aux dirigeants nord-coréens qui pourraient se dire « c'est le bon moment pour attaquer ». À vos côtés, Héloïse Fayet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, qui est l'Institut français de relations internationales. Vous êtes spécialiste des questions nucléaires. Et selon vous, la Corée du Nord est aujourd'hui un État donc nucléaire qui teste plusieurs dizaines de missiles balistiques par an en direction du Japon et de la Corée du Sud. Cet armement est fait pour protéger le régime. Les Kim, dites-vous, sont devenus une dynastie nucléaire. Et puis Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales, professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Votre ouvrage « Histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours » est paru aux éditions Bouquin. Et selon vous, toute la région s'inquiète de l'alliance militaire de Pyongyang avec Moscou, notamment en matière de drones. C'est pour se préparer à ce nouveau mode de guerre que les manœuvres ont été organisées, mais Donald Trump a préféré les écourter. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et le chiffre du jour. Ah oui, 5 jours, c'est finalement la durée cette année des manœuvres conjointes entre États-Unis et Corée du Sud. Ces exercices annuels baptisés Ulchi Freedom Shield devaient à l'origine rassembler pendant 11 jours 18 000 militaires sud-coréens, 28 500 américains. Objectif donc se préparer à la menace nord-coréenne, sauf que Donald Trump a dénoncé un signal totalement inapproprié et hostile à Pyongyang, ce qui a poussé à interrompre l'entraînement une semaine plus tôt. Est-ce que Séoul, finalement, n'avait pas d'autre choix que d'écourter cet exercice, Valérie Niquet ? Il pouvait difficilement continuer des manœuvres tout seul sans les États-Unis, dans la mesure où c'est des manœuvres entre la Corée et les États-Unis. Mais c'est vrai que c'est préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un signal de plus pour l'ensemble des alliés des États-Unis, pas uniquement la Corée du Sud, sur le fait que, surtout dans une zone où à la fois la Corée du Sud et plus encore le Japon dépendent totalement des États-Unis pour leur sécurité, plus encore peut-être qu'en Europe, et notamment pour les puissances comme la France. Donc c'est très inquiétant. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. D'ailleurs, la réaction est plutôt modérée. Il n'y a pas eu de protestation très importante de la part du régime sud-coréen, qui est plutôt à gauche, si on peut dire ça comme ça, mais qui a mis un point d'honneur à poursuivre de bonnes relations à la fois avec le Japon et avec les États-Unis, ce qui est en général pas le cas quand c'est cette orientation politique qui est à Séoul. Alors, juste pour remettre un petit peu de contexte dans cette affaire, la Corée, c'est vrai que est divisée en deux depuis 1953, mais techniquement, en fait, ces deux pays sont toujours en guerre. On va regarder juste une carte pour signifier bien la Corée, les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud. Techniquement, ces deux pays sont toujours en guerre. Pierre Grosser, pourquoi finalement ces deux pays sont toujours en guerre là ?
Il n'y a pas d'armistice? Alors d'abord, si, il y a un armistice donc, qui a été signé à Panmunjom en juillet 1953 et en fait les deux États datent de 1948. D'accord. Et la guerre donc a commencé en juin 1950, qui a été une guerre absolument épouvantable, qui en plus s'est transformée en guerre entre les États-Unis et la Chine, parce que la Chine a envoyé des millions de soldats combattre. Et donc, il y a un armistice, mais il n'y a pas de traité de paix, d'accord de paix. Il devait y avoir ça en même temps que les accords de Genève sur l'Indochine, et il n'y a pas eu d'accord politique. Donc, pour le moment, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la fin de la guerre, il y a la question de l'unification ou pas du pays, et il y a la question nucléaire, sur laquelle on reviendra sans doute. C'est ça, Trois questions très différentes. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en 2017, Donald Trump, il menaçait Kim Jong-un du feu et de la fureur, et puis qu'aujourd'hui, on l'entend dire au contraire qu'il le respecte, que chacun respecte l'autre, que leurs relations sont bonnes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Héloïse Fayet, ce revirement dans l'attitude du président américain? Alors, c'est pas tant un revirement, parce qu'effectivement, déjà, en 2018-2019, il y avait eu cette tentative de rapprochement menée. Ils se sont rencontrés. Voilà, ils se sont rencontrés. Il y a eu cette tentative de rapprochement menée par Donald Trump avec Kim Jong-un. Et puis on sait que Donald Trump, dans son premier mandat et maintenant son deuxième, il est aussi à la recherche en fait d'un grand coup médiatique, d'un grand coup de négociation en termes de relations internationales. Il n'a pas réussi à faire arrêter la guerre en Ukraine. A-t-il vraiment essayé? C'est un autre sujet. Il a lui-même ouvert un nouveau front au Moyen-Orient. Et donc, effectivement, peut-être qu'il se dit aujourd'hui, eh bien, pourquoi pas rouvrir justement le dossier nord-coréen. Cependant, la Corée du Nord, elle est aujourd'hui beaucoup plus en position de force qu'elle ne l'était en 2018-2019, notamment par ses meilleures relations avec la Russie. Pierre en parlait, notamment du fait de la coopération militaire qui existe maintenant entre la Russie et la Corée du Nord, des bonnes relations aussi évidemment avec la Chine. Et aujourd'hui, les rêves effectivement de dénucléarisation de la Corée du Nord sont totalement mis de côté. Donc on se demande en fait de quoi ils vont pas pouvoir parler ensemble. Voilà, et parce que vous le dites bien, ils vont reparler ensemble, parce que Donald Trump a annoncé en effet aujourd'hui devant des journalistes aux États-Unis qu'il souhaitait rencontrer Kim Jong-un de nouveau, et qu'il a parlé d'ailleurs, il a donné d'ailleurs le nombre d'ogives nucléaires apparemment de la Corée du Nord qui serait de 57, c'est bien ça aujourd'hui, donc c'est le bon chiffre en tout cas de la part du président américain. Oui, et une question par rapport à justement ce rapprochement entre Donald Trump et Kim Jong-un. Je me tourne vers vous, Valérie Niquet. Est-ce que c'est pas un moyen pour Donald Trump aussi de faire payer en quelque sorte la Corée du Sud, qui a refusé de soutenir les États-Unis dans la guerre en Iran notamment? Oui, ça c'est un véritable enjeu pour la Corée du Sud et encore une fois pour le Japon. Je les mets ensemble parce qu'ils ont tous les deux une situation d'alliance militaire avec les États-Unis. Et Donald Trump exige de ses alliés qu'ils paient. Donc les Coréens du Sud ont beaucoup augmenté leur budget, les Japonais beaucoup moins, et les deux sont terrorisés, et notamment à Tokyo, qu'on leur demande encore plus financièrement, alors que l'économie, notamment japonaise, ne va pas très bien. Et les Coréens du Sud, eh bien finalement, Donald Trump a exprimé à leur sujet ce qu'il pense en fait de ses alliés en Asie, et il l'a déjà dit au moment de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la guerre en Iran, eh bien c'est eux qui profitent le plus du libre passage par ce détroit, et ils ne veulent même pas, entre guillemets, m'aider. Et donc, effectivement, c'est un signal qui est très préoccupant pour la Corée du Sud et encore plus peut-être pour le Japon. Oui, Pierre Grossard, on est dedans, véritablement dans un petit côté, dans une revanche un peu aussi de Donald Trump qui dit « vous m'avez pas aidé, donc je vous aide pas ». C'est très compliqué avec Donald Trump de savoir exactement ce qu'il a dans la tête, mais en gros c'est tous les alliés, les Européens aussi se font vilipender parce qu'ils ont pas aidé. Je pense qu'avec la Corée du Sud, il devrait quand même faire attention, parce que quand même la Corée du Sud a beaucoup aidé pendant la guerre du Vietnam, ce qui d'ailleurs pose des problèmes aujourd'hui dans les rapports entre le Vietnam et la Corée du Sud. Ils ont participé aussi à la guerre du Golfe, à la guerre en Afghanistan, etc. Donc voilà, ça n'a pas été un mauvais allié. La question de la présence américaine et du soutien américain en Corée du Sud se pose depuis longtemps. Déjà, Jimmy Carter, à la fin des années 70, voulait retirer toutes les troupes de Corée du Sud, toutes les troupes américaines. On sait que dans les conseillers de Donald Trump, déjà lors du premier mandat, il y en a qui disaient effectivement on n'a rien à faire là-bas. Et aujourd'hui, on voit bien que les bases, c'est vulnérable.
Donc, oui, d'accord. voilà, on l'a vu au Moyen-Orient, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas avec des tirs chinois ou coréens. Avec cette question, parce qu'on parle beaucoup du nucléaire nord-coréen, mais finalement, vous avez aux États-Unis, dans certains think tanks, des gens qui disent ils n'ont qu'à faire la bombe. Ils n'ont qu'à avoir une bombe atomique eux aussi. Et puis, comme ça, nous, on pourra s'occuper de nos propres affaires. Et dernier élément que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'il y a un problème dans les relations entre les deux, et justement de l'utilisation des forces américaines et sud-coréennes. C'est-à-dire que les Sud-Coréens disent nous, évidemment, notre problème, c'est essentiellement la Corée du Nord, et que les Américains parlent de flexibilité stratégique, c'est-à-dire qu'aussi, face à la Chine, on pourrait pouvoir utiliser ses troupes. Et ça a créé un certain nombre de tensions. Alors, Héloïse Fayet, on parlait de la bombe, justement. On a vu ce traité de dénucléarisation qui a été signé lors du premier mandat de Donald Trump, qui visiblement n'a pas eu d'effet, puisqu'il y a aujourd'hui, Jean-Mathieu le disait, 57 têtes nucléaires. Est-ce que ça veut dire que demain, la Corée du Nord est en mesure de mener une attaque nucléaire? Alors, c'est même pas demain, ça peut être aujourd'hui, s'il le souhaite. Alors, le traité de dénucléarisation, effectivement, donc en 2018, a eu quand même quelques effets. C'est-à-dire que la Corée du Nord a détruit partiellement, en fait, certains sites, son site d'essai nucléaire, là où elle avait procédé à 6 essais entre 2006 et 2017. Il y a également quelques pas de tir de missiles balistiques qui ont été détruits. Mais en fait, aujourd'hui, depuis 2 ans, on voit une reconstruction. On peut suivre avec des images satellitaires et puis aussi avec des éléments qui nous parviennent sur le cycle de production de matières fissiles pour les armes nucléaires nord-coréennes. On voit bien une reprise en fait de l'activité à la fois de fabrication de nouvelles têtes nucléaires et puis aussi une augmentation du rythme des essais de missiles balistiques. Alors ces essais sont évidemment faits sans têtes nucléaires, c'est-à-dire que lorsque effectivement ils tirent un Hwasong 11, 13 ou 15, ça se fait sans tête nucléaire. Mais évidemment, c'est un missile. Hein. Oui, ce sont des missiles balistiques, certains intercontinentaux, donc capables de toucher les États-Unis. D'autres sont à une portée plus moindre et donc capables de toucher la Corée du Sud, le Japon, Guam, Hawaï. Et donc ça représente une vraie menace en fait pour la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Mais donc oui, aujourd'hui, s'il le souhaite, mais tout comme le président français, américain ou russe, Kim Jong-un peut lancer effectivement une attaque nucléaire contre la Corée du Sud. Après, la Corée du Sud étant officiellement protégée par des garanties de sécurité américaines, en faisant ça, la Corée du Nord s'exposerait à des ripostes nucléaires ou conventionnelles américaines. Est-ce que, Valérie Niquet, il y a aussi peut-être une crainte chez Kim Jong-un aujourd'hui de voir que ce qui s'est passé face à Nicolas Maduro, son enlèvement, la mort ensuite du guide suprême iranien, il se dit je suis le prochain sur la liste et donc aujourd'hui je pourrais mener une opération justement nucléaire. Oui, alors je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une frappe nord-coréenne contre le Sud, parce qu'en fait, pour ce type de régime, à commencer par le régime nord-coréen, le but essentiel, c'est la survie. Hein. Donc, effectivement, ils ont déjà énormément de difficultés économiques qu'ils ont un peu assouplies grâce aux bonnes relations qu'ils ont avec la Russie et avec la Chine. C'est des relations complexes, mais qui existent. Et donc... Non, relancer en fait, pour Kim Jong-un aussi, il y a une question de fierté, de prestance, que Donald Trump vienne, entre guillemets, presque le supplier de reprendre des échanges, de se rencontrer à nouveau, ça remet une pièce dans la machine, en quelque sorte, d'un régime qui vit beaucoup de ça aussi. Alors vous avez parlé de la Russie à l'instant, on va voir avec vous, Julia, que la Corée du Nord est liée à la Russie via des accords, et le pays continue d'ailleurs d'envoyer des milliers de soldats sur le front ukrainien. Oui, tout à fait, une nouvelle vague d'envoi de fantassins serait en préparation. Selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, entre 30 et 50 000 hommes nord-coréens devraient partir à 7 000 km de chez eux pour être déployés donc sur le front russe, pour certains du côté de Voronezh, à la frontière avec l'Ukraine. Alors, et c'est pas la première fois que la Russie va chercher des soldats nord-coréens. Ils sont envoyés là-bas depuis 2024, mais ce nouveau contingent s'annonce particulièrement important. En fait, après 4 ans de guerre, la Russie fait face à un problème de recrutement. Les Russes sont moins enclins à partir sur le front et leur mobilisation coûte cher. Moscou cherche donc, Jean-Mathieu, des hommes disponibles et en quelque sorte bon marché. Et comme la Corée du Nord possède une armée de plus d'1 million de militaires, 50 000 hommes, cela reste pour Pyongyang, on va dire, plutôt supportable. Alors les Nord-Coréens envoyés en renfort pourraient, selon certains spécialistes, être utilisés pour renforcer la ligne de front, mais aussi tirer des missiles depuis les territoires russes et assurer la sécurité à l'arrière du front. Pierre Grosser, pour bien comprendre en fait qu'est-ce que Moscou offre à Pyongyang en échange de l'envoi de ses soldats nord-coréens.
Sans doute des éléments technologiques, notamment dans les missiles dont on a parlé tout à l'heure. Sans doute aussi dans le niveau spatial. Un des objectifs de Pyongyang, c'est d'avoir la capacité à avoir ce qu'on appelle les armes ASAT, c'est-à-dire d'arriver à dégommer un satellite dans l'espace extra-atmosphérique. Donc il y a évidemment ces éléments-là. Il y a des éléments économiques aussi. Il y a un pont qui s'est rouvert qui permet évidemment de faire que les questions économiques dont parlait Valérie tout à l'heure sont moins importantes aujourd'hui pour la Corée du Nord. D'ailleurs, il y a même des reportages de temps en temps pour dire que tout va bien en Corée du Nord, ce qui est peut-être un petit peu excessif. Mais par exemple, sur les sanctions aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis 7-8 ans, les Russes et les Chinois ne votent plus les sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui évidemment dessert un tout petit peu l'étau. Valérie Niquet, un mot tout de même sur ce que vous disiez, et vous en parliez également, sur ce côté, cette résurgence économique finalement nord-coréenne, puisque la Banque centrale sud-coréenne annonce que la Corée du Nord réalise 3% de croissance annuelle. On va voir des images qui sont diffusées, bien sûr, des images de propagande de la Corée du Nord. On va voir Kim Jong-un inaugurant une station balnéaire sur la plage. Et puis ensuite, on va le voir inaugurer une station de ski. Et puis alors là, c'était encore plus proche de nous. Là, c'était carrément un centre commercial à Pyongyang. Comment il a réussi ça? C'est-à-dire, c'est grâce à la guerre en Ukraine et des accords avec la Russie, cet argent? Alors, le discours sur la prospérité économique de la Corée du Nord n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, effectivement, il y a une croissance. Et l'objectif de Kim Jong-un, c'est aussi d'essayer de satisfaire à minima, mais enfin de tenter de satisfaire, en tout cas la classe, la population qui en Corée du Nord soutient le régime et qui donc bénéficie de conditions particulières, notamment vivre dans la capitale, avoir accès à des logements, etc. Et dans cette population, il y a notamment les familles de tous ces soldats qui sont envoyés en Russie. Et parmi les bénéfices qu'on peut noter, que retire Kim Jong-un et le régime de cet envoi en Russie, c'est aussi que la Russie paye pour ses soldats. Et la Corée du Nord a une longue habitude d'envoyer des travailleurs, des ouvriers dans plusieurs pays, de se les faire payer. Donc c'est le gouvernement qui est payé. Il y a une redistribution à minima aux familles pour les satisfaire. Et donc c'est aussi pour ça que beaucoup de soldats, alors volontaires ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas ça leur apporte un intérêt. Et ça augmente cette petite classe qui, autour du régime, en bénéficie et permet aussi de projeter ces images de, entre guillemets, pseudo-normalité. Alors on va voir justement, on va s'interroger aussi sur cette famille. Kim, on va à notre archive du jour qui nous ramène le 28 décembre 2011. La mort de Kim Jong-il, dirigeant de la Corée du Nord pendant 17 ans, père de l'actuel dictateur. Oui, parce que dans la famille, on a la tyrannie dans les gènes. Elle plonge le pays dans le deuil, voire beaucoup, beaucoup plus, selon la télévision d'État. Il y a d'abord le ton du commentateur. Éploré. Voire théâtral, de ce porte-parole de la télévision d'État. Puis le convoi funéraire s'est déplacé vers le cœur de la capitale. C'est alors que les gros plans de la télévision d'État vont immortaliser ces scènes hallucinantes. D'aucuns les décrivent comme une tradition locale. D'autres parlent de pure mise en scène, orchestrée par la propagande d'État, avec les membres du parti pour figurants. Bon, on le voit que c'est une dynastie communiste et depuis fin 2022, il y a une nouvelle venue, c'est la fille de Kim Jong-un qui l'accompagne dans toutes ses sorties, les cérémonies, les tirs de missiles aussi. Est-ce que ça veut dire que l'avenir est assuré, Héloïse Fayet, pour le régime et qu'il est en mesure de menacer toute l'Asie peut-être ? Oui, alors il faut séparer quand même effectivement la survie du régime et puis une dimension peut-être un peu expansionniste, c'est peut-être un mot assez fort, mais en tout cas effectivement sa capacité d'être vue comme une puissance dans la région et puis aussi d'entretenir effectivement des bonnes relations avec la Russie et avec la Chine. Mais en tout cas la mise en scène de sa fille est effectivement très intéressante. Vous avez fait la référence au tir de missiles, mais on l'a vu aussi par exemple conduire des chars, ce genre de choses, ce qui montre au moins qu'il n'y a pas visiblement de problème de genre pour être une dictatrice nord-coréenne. La sœur aussi de Kim Jong-un a un rôle extrêmement important
en tant que conseillère. Puis, comme on l'a dit, le fait d'entretenir en fait de bonnes relations avec la Chine et la Russie, et puis d'être vue effectivement comme quelqu'un de digne d'être reçu par Donald Trump, ne peut qu'à mon avis renforcer effectivement le prestige autour de Kim Jong-un. Et puis, comme on disait aussi, les armes nucléaires participent en fait de ce prestige. Alors, au prix évidemment de multiples sanctions imposées au peuple nord-coréen, mais évidemment le pays arrive, en tout cas sur le papier, à s'en sortir, avec aussi le recours à des techniques illégales, comme le minage de crypto-monnaies, les cyberattaques en Europe et aux États-Unis. Mais en tout cas, oui, le pays, au moins sur le papier, tient la route et arrive à entretenir une forte armée qui, évidemment, n'a pas d'expérience vraiment opérationnelle, mais qui en gagne justement en déployant ses militaires en Ukraine. Un mot aussi, Pierre Grosserre, sur cette région, justement, autour de la Corée du Nord. On va regarder une carte, là, on le voit, donc Corée du Sud, il y a Taïwan, le Japon. On le voit avec donc le fait que le président américain dise en effet il y a 57 têtes nucléaires nord-coréennes. On a l'impression qu'on assiste à une région du monde en effet où il y a une course à l'armement terrible en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement avec la Corée du Nord, ça pourrait pousser des pays comme Taïwan, enfin des régions ou des pays comme Taïwan ou voire même le Japon à se doter d'une arme nucléaire pour se défendre? Alors, il faut bien voir que la question de la Corée, c'est d'être coincé entre ces grandes puissances, la Chine, la Russie et le Japon. La Chine ayant l'arme nucléaire également. Oui, mais qui sont rivaux entre eux. Je pense que la question du nucléaire nord-coréen est quand même très largement un cauchemar, en partie pour le Japon, mais aussi pour les États-Unis, parce que, si vous voulez, toutes les doctrines nucléaires, normalement, c'était États-Unis, Union soviétique, c'était 1 contre 1. Or là, il y a 3 pays potentiellement hostiles aux États-Unis, et donc gérer les questions nucléaires avec 3 États, c'est beaucoup plus compliqué. Après, les connexions avec le reste de la région, et notamment par exemple avec la question de Taïwan, est compliquée. C'est-à-dire que le Japon et sa première ministre répète régulièrement que c'est une question de sécurité, la question taïwanaise. La Corée du Sud est quand même beaucoup plus prudente. Ce qui est très intéressant, c'est quand même c'est une région où il n'y a aucune organisation, aucune institution internationale, aucun accord pour essayer de tempérer les relations entre ces grands pays. Le seul moment où il y a eu ça, c'est qu'on a négocié un peu sur le nucléaire nord-coréen dans les années 2010, où il y a eu un système où tout le monde était autour de la table. Sinon, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Merci en tout cas à vous 3 d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes.